Bien le bonjour et bienvenue à la prescription en 2023 officiellement. Nous y sommes, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici pour moi, c'est la reprise des concerts. D'ailleurs, j'ai quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, mercredi le 18 janvier à 19h30 au Conservatoire d'art dramatique et de musique de Montréal, il y aura le concert Exploration sonore avec le Quatuor Molinari. Mon quatuor. Et donc, après 2 reports dus à la COVID, on est très heureux de vous présenter ce concert qu'on est obligé d'annuler alors que 2 des membres du quatuor ont été malades. Alors, Exploration sonore, ça souligne, entre autres, le centenaire de la naissance de Xenakis avec l'œuvre Ergma, une œuvre, disons, d'une force tectonique. Et le quatuor Molinari va aussi jouer Hologramme modal pour quatuor à cordes et Kamanch du compositeur iranien Showan Tavakol. On pourra aussi entendre l'œuvre Oasis de Alizadeh avant de clore ce concert avec le très avant-gardiste 3e quatuor de Bartók qui avait été écrit en 1927. Donc, c'est un concert qui explore vraiment l'immense palette sonore du quatuor et ce n'est pas à manquer. Encore une fois, des billets qui ne sont pas très cher, ça vaut la peine. Un autre concert, ça c'est le mercredi. L'autre concert, eh bien, c'est le dimanche. Le dimanche à l'école Schulich de McGill, à la salle Pollack, dans lequel à 14h, vous allez pouvoir entendre mon projet de duo. J'ai un projet de duo que j'ai fait avec contrebasse, avec un des invités d'ailleurs que vous avez déjà entendu ici à l'émission, Ali Kian Yazdanfar. Et pour l'occasion, eh bien, nous allons vous interpréter, c'est ça, des œuvres pour alto et contrebasse. Vous allez entendre des œuvres de Garrett Wood, vous allez entendre des œuvres de Osher, Chambers, des œuvres qui n'ont jamais pratiquement été jouées, mais aussi nous allons chacun faire une pièce en solo. Donc c'est environ d'une durée d'1 heure ce concert à l'école Schulich, parce que le lendemain, nous allons enregistrer, nous allons partir au domaine Forget, faire un enregistrement professionnel de ce concert, qui sera une version spectacle. Donc, on est très, très, très excités de présenter tout ça. Donc, c'est beaucoup de musique et je suis très, très, très actif ces temps-ci. Et pour l'épisode de cette semaine, c'est quelqu'un que j'adore, quelqu'un que, disons, une belle amitié qui a été formée au cours des années. On s'est perdu un petit peu de vue, puis là, on était content de se retrouver. Puis d'une circonstance assez particulière, Henri Chassé, qui est l'invité, m'écrit pour me demander écoute, j'aimerais ça te jaser parce que je suis en train d'écrire mon prochain livre. J'avais des questions concernant le métier de musicien, si je veux pas me tromper, tout ça. J'ai dit, écoute, oui, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, mais au lieu de se téléphoner, pourquoi tu viendrais pas au podcast en jaser, tout simplement, ouvertement, comme ça, au micro. Puis il a dit, j'ai pas l'idée. Alors, il s'est présenté. On n'a pas parlé entièrement juste de ça, mais on a parlé d'un paquet de trucs. Et ça donne je crois, une très belle conversation. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Henri Chassé. Auteur, comédien, metteur en scène, Henri Chassé a notamment joué au petit écran dans Nouvelle Adresse, Hubert et Fanny, Lâcher prise et La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Récipiendaire du prix Gémeaux de la meilleure interprétation pour Le Monde de Charlotte en 2002, il a joué au théâtre dans plusieurs productions dont Les Choristes, Neuf, Titre provisoire, L'Idiot et dans les pièces Enfants insignifiants. Encore une fois, si vous permettez, et Cher Tchekhov de Michel Tremblay. En 2021, il a assuré la mise en scène de la pièce Le vrai monde de Michel Tremblay au Théâtre du Rideau Vert. Auteur de 2 recueils de poèmes aux écrits des Forges, Secret blanchi et Morceaux de tempête, pour lequel il a été finaliste au prix du gouverneur général en 2008, il a fait paraître un premier roman, Ciel parallèle, en 2021, aux éditions Main Libre. On peut le voir dans 2 courts-métrages de Jennifer Ehle, La sieste et Le réveil, disponibles sur YouTube.
Voici ma conversation avec Henri Chassé. Ah, putain, du coup... Mais l'affaire, c'est que pour être super franc, là, c'est parce que t'as pas encore rencontré mes filles. Puis mes filles ont un accent français. Mais genre, grave. Est-ce qu'ils écoutent des films en anglais ou en doublage? Ils écoutent des films en doublage. Bon, mais ça arrive une petite période. J'ai remarqué ça chez ma petite fille. Ouais, mais aussi les profs, l'école au coin de la rue, c'est... Tout est français. Tout est français. Le quartier est français, les filles ont un accent, tu sais. Ils vont avec une baguette en dessous du bras? Ah, ils vont avec tous les stéréotypes qui vont avec. Oh, ouais. Mais t'as-tu vu l'excellente boulangerie, mais sur Mont-Royal, près de Papineau? Ils sont déguisés à Titi Parisien. À tout Paris, c'est ça? Non, comme ça, le Petit Paris. Petit Paris. Ils sont déguisés à Titi Parisien. C'est parfait. Par contre, c'est bon. C'est bon. C'est tellement Baguette, bon. là. Alors, puis tout ce coin-là, il est le fun. Ouais, tu peux mettre, peut-être, ça va te donner. Allô? C'est parti. Hey, tu sais qu'on est déjà... C'est une affaire érotique. Là. On est parti, là. C'est déjà on. Hey, Henri, ça fait tellement longtemps que c'en est comme... Bonjour. Ça fait tellement longtemps que c'en est ridicule. Faut dire que depuis que j'ai des enfants, j'ai moins sorti. Mais là, ils sont d'un âge 8-5. Là, je peux me permettre d'avoir une gardienne ou un gardien puis aller faire des choses et reconnecter avec des gens extraordinaires tels que toi. Et j'avais fermé mon cellulaire. Ah, ben pourquoi pas. Il y a quand même des limites. Là. Mais comment tu vas? Ça va très bien. Là, j'ai un peu plus à jour. Dans le métier. T'es toujours là. Mais écoute, je t'avais écrit quand même quand tu as sorti ton livre, oui. Ciel parallèle, et que j'ai offert à quelques reprises à plusieurs personnes. Super livre. Puis je pense qu'il y a eu quand même un petit buzz un peu avec. Ouais, ça s'est bien passé. Oui, puis j'ai encore plein de... En tout cas, des gens qui m'en parlent. Surtout des gens que je connais qui m'en parlent, ça c'est bien, mais des gens que je connais pas, ça c'est encore mieux. Fun, ouais, ben oui. Puis même en lisant, je me disais, mais écoute, peut-être faudrait pas que ma pensée aille vers ça, mais tu sais, ça peut être, on pourrait faire une adaptation de ça, quelque part. Oui, on pourrait. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est des fois discuté, c'est pensé, c'est réfléchi? Il y a quelqu'un qui m'en a parlé vaguement. OK. Mais je sais pas trop c'est quoi les formules idéales pour... Mais des fois, c'est pas obligatoire non plus. Hein, non. Ça peut rester un livre puis fin d'histoire. Hein. Tu sais, tu sais, le format du film, le problème, c'est qu'il faut que tu t'enlèves beaucoup pour aller quelque part en 1h30. Tu sais. Ouais. La série courte était quelque chose d'assez fascinant pour ce genre d'affaires-là. Oui, tu sais, parce que tu t'étends pas trop, mais en même temps, tu préserves une sorte de qualité de l'œuvre originale, justement, parce que comme le... Bon, de toute façon, ceci dit, j'adore le cinéma, puis je trouve que après tous les grands... D'ailleurs, sous ton conseil, souvent, j'écoutais des séries. Et puis, je suis un peu revenu au cinéma, dans le fond, comme une forme... c'est ça. Puis, ça va bien. C'est comme, des fois, là, je regarde... Mais tu sais, moi, je vais au cinéma presque une fois par semaine avec mes filles. Là, j'essaie d'instaurer ça beaucoup, puis... Écoute, faut quand même avouer qu'il y a ben de la merde là, quand même au cinéma. C'est clair. Puis surtout depuis la pandémie, là, je veux dire, les tournages sont plus compliqués, etc. Puis même les sorties. Donc, on va voir des affaires, puis même mes filles, des fois, c'était pas super. Puis même elles ont leur série. Il y a le truc qui vient de sortir sur Netflix, Wednesday, qui est l'adaptation d'un des personnages de la famille Addams. Tout le monde, écoute, adultes et enfants raffolent de ça. Puis même mes filles comprennent le concept qu'une série, tu peux aller en profondeur. Ils sont petites, mais ils comprennent déjà ça. Donc, c'est sûr que le cinéma, c'est un truc. Regarde, moi, je pense bien, il va y avoir le film Le Plongeur là, qui s'en vient, tiré du livre. T'as lu le livre? Non, pas encore. Super livre. Ouais, il paraît. J'arrive pas à comprendre comment ils vont faire. Mais regarde, ils vont le faire. Il est fait, le film. Donc, je pense que... Tu prends des décisions. Puis il faut que la personne se sente complètement libre d'adapter, parce que si tu es trop collé à la trame, tu peux te perdre, bizarrement, parce que c'est deux médiums assez différents. Mais que c'est différent. Puis aussi, toi, avant d'écrire ton livre, tu avais fait de la poésie, un peu. Deux recueils, je pense. Ouais. 2 recueils. Et pourquoi t'es allé vers le roman? Pourquoi t'es allé vers la fiction? En fait, je pensais jamais pouvoir faire ça. Pour moi, c'était... Je sais pas pourquoi, on dirait que la poésie fonctionnait mieux avec mon
mon tempérament, puis mon emploi du temps, puis bon, tout ça. Et puis j'ai comme arrêté d'écrire pendant un bout de temps, puis avec ma blonde, Jennifer Ali, j'ai dit, écoute, donne-moi un thème, là, ben, je vais faire un jeu, puis à chaque fois, je vais écrire quelque chose. Et j'ai commencé. Donc, c'était c'est vraiment comme ça, ouais, la technique. C'est de la poésie. Puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire de la prose. Puis il est arrivé l'histoire de cet homme-là là, qui achète un chalet au bord du fleuve. Puis c'était vraiment une petite nouvelle au début, sur son premier matin. Là. Puis là, après ça, ben, il y en a un autre, puis un autre. Puis là, finalement, j'ai été pris là-dedans. Et puis, j'ai l'impression que... Ça, c'est mon éditeur Stéphane Despatie qui dit ça, que c'est ma façon de concevoir des personnages qui viennent du théâtre un peu, tu sais, parce que, oui. Bon, puis des séries, puis tout ça, puis d'élaborer tout à coup les personnages qui deviennent, après assez peu de temps, ils ont commencé à exister. Fait que là, t'es pris, là, tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Là, ça devient... et puis, je savais pas trop jusqu'à moitié du livre où ça s'en allait, puis tout à coup, brrr, les fils se sont noués. Mais ça t'a pris combien de temps, ça, d'écrire tout ça? Ben moi, c'était long. Ça a été long parce que je suis lent. Tu sais, ça a pris 2 ans et quelques, là. Mais, puis, tu sais, j'ai réécrit beaucoup, énormément. Là, tu sais, des fois, comme là, je suis en train d'en écrire un. Puis le début, je pense que j'ai écrit, je sais pas combien de versions. Là, ah oui, OK. Avant, parce que, ben, tu sais, je sais pas qui disait aussi, là, je vais pas me comparer, là, mais je suis pas sûr si c'est Mammut ou Stephen King. Okay. C'est peut-être Stephen King qui a dit « Kill your darling », là, c'est-à-dire que tu dois abandonner les choses souvent qui te semblent les plus extraordinaires. Mais les plus attachantes. Oui, puis des fois, c'est juste ce qui t'a amené à écrire à ton histoire. Puis à un moment donné, faut que tu les largues. Moi, je n'ai pas de misère à faire ça, par exemple. Je suis pas... ah non? Non, j'ai pas trop de difficulté à « Kill my darling ». Mais c'est plus la connexion avec le reste de l'histoire, des autres personnages, c'est plus ça, c'est plus mettre la colle. Oui, puis la difficulté, en poésie, il y a d'autres difficultés, là, mais il y a une sorte de liberté que dans le roman, il y a quand même une logique là, qui est obsédante un peu. Il y a une formule. Là, ça s'est passé à tel moment, c'est-tu logique que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a assez de temps entre les deux? Est-ce que tu t'appelles du monde, savoir que des conseils sur des... Parce que t'as pas pris de cours, t'as pas pris un cours d'écriture pour ça, t'as juste écrit, that's it. Puis t'as un super éditeur qui a dû te suivre de près pour comme te guider sur des trucs. C'est-à-dire qu'on se voyait souvent, mais souvent, il disait... C'est-à-dire qu'il me laissait très libre. C'est-à-dire qu'il disait pas fais ça, fais ça. Des fois, il va dire il disait mais là, peut-être une scène sur tel personnage, tout ça. Mais le fait de les voir souvent, ça faisait un dialogue. Puis même dans ce dialogue-là, c'est moi qui amenais des idées. C'est comme s'il y avait un brainstorm à 3, là, tu sais. Et c'était super. Puis Jennifer aussi, elle a participé sûrement à la discussion de tout ça. Puis des fois, je la surprenais en faisant pas lire pendant un grand bout de temps. Puis après ça, pendant un grand bout de temps, elle ne l'a pas lu. Et elle a lu le livre. Je me souviens, elle était dans le lit, puis elle a passé au travers dans la matinée. Wow. Là, c'était... Ouais. C'est quand même un trip. Mais je me disais, écoute, poésie, on arrive avec une fiction. Tu veux pas écrire une pièce? Ça te tenterait pas? Ça, c'est une bonne question parce que je pense que là, oui, ça me tenterait là. Mais si je faisais une pièce, je la montrais aussi. Tu sais, je ferais tu fais la totale. Patente au complet. Ouais. Tu fais un Robert Lepage de toi. Là. Mais j'ai toujours eu peur de ça, bizarrement, alors que je connais bien plus les ficelles de ça. Mais c'est ça. Fait qu'arrête de me chicaner, là, je vais le faire. non, mais ça me tenterait. Ça te tenterait, ouais. Ça me tenterait. Mais moi, je crois beaucoup à la... dans ce cas-là, à l'écriture qui serait presque une écriture de scène, c'est-à-dire qu'il y aurait un travail, mais après ça, qui peut tout le temps se transformer. Là. Tu sais, plutôt que d'écrire une pièce, je dis ça, puis, tu sais, ce que je veux dire, c'est dans une étape, toute l'écriture, ensuite, tu la montres comme si l'auteur, tu le connaissais pas. Là. Ouais. Je vois ça plus comme un truc global. Ouais, là, je comprends. Puis ça aussi, ça doit être long. Écrire du théâtre, ça doit être assez compliqué. C'est compliqué. J'ose penser. Mais il y a une grande liberté au théâtre aussi, comparé au cinéma, où tu sais, t'as des... Même si les producteurs vont dire des fois, écrit, pose-toi pas de questions, mais là, si tu dis la scène se passe l'hiver, il pleut, là, ça devient, là, ça coûte tant, là, ça coûte tant. Non, c'est l'enfer. Mais puis toi, Dieu sait, avec Jennifer, tu le sais, elle est justement dans le cinéma et dans l'art visuel aussi, et dans un paquet de trucs. Ouais. En fait, les deux, vous êtes assez polyvalents
dans votre métier, tu sais, longtemps, quand même, je pense qu'on peut le dire, tu sais, t'étais Henri, l'acteur. L'acteur, carrément, oui. De formation classique. Tu as fait conservatoire. Oui, conservatoire. OK. En 77-80. OK. Y avait-tu une belle classe dans ce temps-là? Oui, super belle classe. On est encore assez proches. Oui. Cool. Puis toi, c'était le théâtre avant et après la télé? Ça a été ça a été la télé en premier. En fait, j'ai fait une série qui s'appelait Boogie Boogie 47 avec Marc Labrèche. Boogie Boogie 47. On était tout petits, presque prépubères ou post-pubères. Et puis, il y avait tout le monde qui commençait, là, Yves Jacques, Rénal Robinson, cool. Marc Labrèche. Puis, ça s'appelait Boogie Boogie. En fait, c'était comme... Il y a eu La Petite Patrie, qui était une série à Radio-Canada. Puis, dans la chronologie, c'est Claude Jasmin aussi qui a écrit ça. Dans la chronologie, ça se passait avant, dans les étés à Pointe-Calumet. OK. Dans le temps qu'il y avait des chalets là-bas. Là. C'était-tu genre dramatique ou comique? C'était une série, les deux, tu sais. OK. C'était vraiment... c'était une gang de jeunes l'été, là. OK. Puis ça a duré 2 ans. Puis c'est là que j'ai connu Marc. On était tout le temps ensemble. On riait beaucoup, y compris dans les scènes, malheureusement. Ah ouais, non, c'est ça. Ça devait être cool quand même. Lui, il avait, je sais pas, il avait 20 ans, j'avais 21. Là, 22, quoi? OK, vous étiez jeune. Moi, je suis sorti très jeune du conservatoire. Ah oui, tu l'avais commencé à 18 ans. OK. Ouais, j'étais un des jeunes, il y en a d'autres, là, mais peu. Ouais. Aujourd'hui, ça varie plus l'âge. Il y a du monde qui ont eu le temps de faire un peu un deck en quelque chose d'autre, ou même il y en a qui ont commencé à l'université et qui font j'ai envie de moi, je suis arrivé comédien. flush, oui. C'était pas trop grave de ne pas avoir de deck, là. Puis moi, j'avais pas fini mon cégep. Ah non? Mais non. OK. Mais comment ça marchait? OK. Ben là, après ça, c'est devenu... Moi, je suis passé, la porte fermée, là. Et puis bon, après ça... Mais c'est arrivé où, ça, d'abord, le jeu? Pourquoi le jeu? Le jeu, moi, j'étais pas très bon à l'école parce que j'étais dans la lune. OK. Parce que si j'avais pas été dans la lune, j'aurais été écœurant, mais bon. Mais, j'étais... Mon secondaire, en fait... C'est bizarre parce qu'au primaire, ça allait très bien, tout ça. Puis il y avait même une 7e année dans le temps. Puis j'ai sauté ma 7e parce que je me sentais bien smart. OK. Puis là, rendu au secondaire, probablement j'étais un peu jeune, je sais pas trop, là, mais j'ai été perdu souvent, là, tu sais. OK. Mais j'ai été avec la même classe pendant 5 ans, les mêmes gars. Fait que ça a été super parce que ça enlève toute une partie d'anxiété. Comme il y a une stabilité. Ah oui, puis tu sais, les gens encore très, très familiers quand je les revois. Là. Quoi? Vraiment? Ah oui? Oui. Et après, j'ai goûté un petit peu au théâtre dans un show qu'on a fait, là, une espèce de bien cuit pour les professeurs. Là, OK. À la fin. En secondaire 5. OK. Là, OK. Où là, on a fait un petit hit. Là, c'est vraiment un petit buzz. Là. OK. C'était comme l'affaire. Là. Et puis une autre pièce aussi, ça c'est en secondaire 2, où c'est une pièce de Félix Leclerc, où il y a une partie du décor qui a pété à l'entrée. C'était spectaculaire. Mais je me souviens du bonheur total après, de l'avoir fait une fois, là, que le prof a commandé la pizza. Puis on mangeait ça après. Puis pour moi, c'était un des moments les plus heureux où je me disais... Le debriefing après le debriefing, le party pizza coke. La camaraderie. Exactement. Puis après ça, je suis arrivé au cégep. Et puis là, j'avais une gang de chums, là, d'amis, et puis on a tout de suite fait du théâtre. Puis après ça, très rapidement, il y a un gars qui s'appelle Guy Mignot, qui était un acteur québécois, tout ça, que je connaissais, qui a joué dans toutes sortes de séries ici, mais qui a dirigé pendant 19 ans, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Théâtre français de Toronto. OK. Mais lui est arrivé, il avait 29 ans, il nous a fait le parascolaire, si tu veux. Fait qu'on a monté. C'était un projet en dehors des cours. Là, c'est ça. Mais t'étais en quoi? Pas mal, tout est en dehors des cours. C'était la radio étudiante, puis le théâtre, puis des fois un petit peu les cours. Mais les cours, t'étais en quoi? J'étais en sciences sociales. En sciences sociales. Le pire, c'est que tout ça m'intéresse aujourd'hui. C'est ça qui est bête. Mais j'étais... Puis tu sais, on avait... C'était assez slack de cégep, dans le sens que tu payais pas quand tu abandonnais un cours. Il y avait tout... Fait que moi, j'ai vu du monde, il faisait 5 ans qu'il était là, tu sais. Wow. Et là, j'ai vraiment poigné de quoi. Et là, il y a une gang qui se présentait dans les écoles. À ma 2e année de cégep, ma deuxième, en tout cas. Et j'ai embarqué. Puis là, en fait, tout l'insuccès que j'avais eu à l'école, toutes les choses difficiles, c'était comme balayé d'un coup sec. C'est-à-dire, j'ai été accepté dans une école
tout ça avait plus d'importance. Je partais comme à zéro. Pour moi, c'était... Oui. Tu te fait construire. Ouais. À la fin, tu étais de Montréal? De Gatineau. De Gatineau, de Hull, c'est ça. En fait. De Hull. Et là, tu es arrivé ici. Ouais. Tu dis que tu étais dans l'une, mais quand même, tu avais une mémoire assez popée pour apprendre tous ces textes. J'ai réussi quand même au bout du compte. Non, mais je sais, mais oui. tu sais, tu parles être dans la lune versus mémoire versus texte versus... En fait, je ne sais pas si je dirais dans la lune ou alors si cette façon d'apprendre-là, qui était quand même assez traditionnelle, là, on était dans des classes avec des... Bon, je ne sais pas si ça m'allait, tu sais, parce qu'en soi... je suis quelqu'un d'intéressé, puis je veux dire, j'ai jamais eu de problème après, tu sais. Puis quand je suis arrivé au conservatoire, bon, il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient difficiles, parce que tu es confronté à toi-même aussi, tu sais. Mais, je sais pas, c'était tellement différent que ça m'a propulsé, tu sais. Ça a pris du temps au début, j'ai eu de la misère, mais après ça tu sais, j'étais jeune. Oui, puis c'est tout le monde qui font leur conservatoire en parle avec beaucoup d'émotion, parce que c'était des rencontres, puis t'apprends le fameux métier. Donc, 77 à 80. Ouais. Michel Tremblay, lui, c'était déjà on. Il était déjà très... En fait, mais des fois, je me dis, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais l'impression que ça faisait des années qu'il y avait eu les Belles-Sœurs, mais ça faisait 9 ans. Les Belles-Sœurs et le studio. Donc, aujourd'hui, 9 ans, c'est la perception avec l'âge change. 9 ans, c'est comme hier matin. Oui. Et donc, j'étais peut-être plus dans ce monde-là. Je ne sais pas trop. Montréal ressemblait plus à ce monde-là encore. Oui, c'est ça. Ça a transformé plus dans mi-90, début 2000. Même l'architecture, je veux dire, tout. Le monde, les valeurs. Ça... Mais quand tu es arrivé, c'est ça. Donc... cet univers Tremblay, parce que je sais que tu en es proche, beaucoup. Ouais. Tu as joué... C'était quoi la première fois que tu avais travaillé avec J'ai lui? joué Bonjour le Bonjour au TNM en 87, je pense. OK. Ça a été... C'était-tu intimidant? Écoute, pas de temps, parce que je sais pas, tu sais, moi j'avais quand même, tu sais, je suis sorti en 80, donc tu avais déjà du métier un peu, là. Tu avais du métier dans c'était monté par un gars qui a mon âge, René Richard Cyr, qui va finir en même temps que moi à l'École nationale, lui. Moi j'étais au conservatoire. C'est des gens que je connaissais, mais puis je jouais par contre avec Guy Provost, Denise Filiatro, Hugues Toligny, Janine Dutot, tout ça. Mais c'était pas intimidant une fois. Tu sais, Guy Provost, c'est la personne la moins intimidante au monde, la plus gentille. Puis c'est très drôle parce que Sylvie Drapeau commençait. C'était peut-être son deuxième show. Elle n'était pas connue du tout, là. Puis moi, je la connaissais pas. Puis on est Richard Cyr, il m'invite à faire une espèce de rencontre, audition. Mais tu sais, on était juste assis à une table, puis on disait. Là, j'arrive là, tu sais. Et là, il y a une fille à côté de lui. Il me dit, c'est Sylvie. Il me dit, Sylvie va faire Nicole. Nicole étant le personnage. Moi, je pense dans ma tête, c'est l'assistante et elle va lire le rôle pour les besoins de l'audition, comme c'était... Non. Alors, quand on commence à lire, je dis, tabarouette, elle est bonne, l'assistante. Puis là, j'ai jamais allumé, jusqu'à ce que je l'envoie quelques jours plus tard, une fois que j'avais le rôle, puis que j'ai compris. J'ai dit, elle est vraiment à torche, là. J'ai dit, elle doit être bonne assistante aussi, parce que... ça, c'est pas pire, ça. Ouais. Mais ça, c'était... Bonjour, là, bonjour, c'était... C'était au TNM. C'était au TNM, mais c'était avant ou après les Falluettes? C'était c'était quasiment la même année, tu sais. OK. Mais pas que j'ai joué, moi. Ça, c'est les Falluettes qui ont été fait à l'origine. Il a été fait à l'origine. Moi, j'ai fait comme l'année d'après. On a la même mise en scène, mais une autre gang, puis on est parti en France. OK, je comprends. Ouais, mais c'était pas longtemps. Donc, c'était quoi d'abord ton premier contrat de théâtre quand t'as fini? Parce que là, c'était à Hull. C'était à Hull? Oui, c'était Elisabeth Bourget. La vie, c'est comme la vaisselle, c'est toujours à recommencer. Et ça, c'est le premier contrat que j'ai eu, mais après ça, j'ai fait l'histoire du soldat, ça va t'intéresser. J'ai fait l'histoire du soldat avec l'été qui a suivi.
Okay. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Oui. Ça avait du toit avec... c'est 7 musiciens, c'est ça? Oui. 7 musiciens, dont Louis Charbonneau, qui était au drum. Pour vrai? Oui. Oh, wow. Et le clarinettiste, le joueur au bois qui a dirigé souvent l'orchestre, comment il s'appelait? Richard Honig. Écoute, c'est plus de ma génération. Non. Mais ces musiciens-là, avec du toit qui chauffait. Okay. Du toit chauffait. Puis on a joué ça dans les parcs à Montréal, partout. Wow. Michel Garneau faisait le lecteur, mais comme il avait appris son texte, on l'appelait le conteur. Ah oui. Puis Dominique Giraldo, la danseuse, Jean-Pierre Bergeron, le diable. C'était une expérience cool, merveilleuse. Puis de côtoyer les musiciens comme ça, ça a été déterminant pour moi. Oui, puis toi, la musique, en plus, ça a toujours été... Parce que nous, on peut en parler de notre rencontre. On s'est vu salle. C'est ça, on s'est vu... J'ai un peu de la misère à l'expliquer. T'étais venu voir un concert? Ben, tu me disais, en fait, on s'est vu chez Archambault, puis tu me dis, tu viens souvent. Oui, c'est ça. Et tu me voyais dans la salle, parce que toi, tu regardes dans la salle, toi, ouais, tu joues. Ouais, ouais, mais c'est ça, puis je pense que c'était à la Chapelle du Bon Pasteur. Je pense que je regardais, puis je t'avais vu. Je t'avais vu quelques fois dans les concerts. Il me court après. Non, puis c'est ça, puis Archambault, on s'était parlé. Ouais. Puis j'avais dit, hey, c'est quand même cool. Dans le temps qu'il y avait des disques, là, chez Archambault. Ouais, c'est ça. Le festival de Bebel. Puis après, moi, j'étais allé voir au théâtre, puis on est devenus copains comme ça. Puis tu me racontais que la musique, ça avait été assez présent avec ta mère, je pense, puis avec le domaine forger, parce que l'été, vous alliez là, aux éboulements. Et c'est comme ça, c'était ça l'initiation de musique, surtout? Ça a été ça, mais ça a été des chocs aussi. Tu sais, chez nous, il y en avait, mais pas tant que ça. Puis à partir du moment où quand j'ai fait l'histoire du soldat, mon père s'est acheté des disques, là, il était fou, là. Mais c'est des rencontres. Il y a eu l'histoire du soldat, il y a eu Michel Garneau au conservatoire aussi. Il jouait de la flûte, Michel, puis il faisait entendre toutes sortes d'affaires. Il y a eu... C'est surtout... j'ai eu un ami, je ne sais pas si tu connais, André Papillon, qui était un flûtiste. Ben oui, André... Écoute, moi j'ai une histoire, ça, André Papillon. Bon, tu le connais? Ben oui, moi j'étais avec lui au cégep, puis il m'a prêté un disque au cégep qui était les sonates pour flûte et piano de Prokofiev, qui sont aussi violon et piano. Ouais. Puis moi, c'était comme... Je sais que c'est pas... c'est pas de la musique weird, mais à cette époque-là, pour moi, c'était une ouverture sur, mais sur autre chose. Ils sont quand même pétés, ces sonates-là. C'est magnifique. Super beau. Moi, écoute, André, j'ai 8 ans et c'était le camp musical, pas l'Indie, mais le camp musical de la Naudière qui s'appelait à l'époque. Puis mes parents m'envoient là pour la première fois, je pense que c'est ma 2e année, puis à chaque 2 semaines, quand les enfants vont là-bas, on étudie un opéra pendant 2 semaines. Ah oui. C'est vraiment cool parce que les choses ont changé, mais à l'époque, c'est que tu rentrais dans la classe et là, ils te donnaient le texte à tout le monde, avait un livret, puis tu l'avais en français et en italien à côté. Okay. Puis il disait, OK, aujourd'hui, toi, vous allez faire les personnages, puis il nous faisait lire l'histoire. Okay. Après, il expliquait c'était quoi, puis là, on l'écoutait en italien. Souvent, c'est des opéras en italien, puis là, tu suivais, puis tu fais comme suivre l'histoire. Et à la fin des 2 semaines, il mettait une VHS, puis là, on voyait l'opéra. Mais au début, on l'étudiait juste sur un point de vue sonore. Et on avait étudié la Bohème de Puccini. Écoute, puis André était vraiment doué pour communiquer l'amour de la musique. Là. Oui. C'était assez phénoménal. Puis je me souviens, j'étais allé voir, j'ai dit, mon Dieu, monsieur Papillon, c'est tellement beau. Puis j'ai dit, je peux pas croire. J'ai dit, moi, je retourne à Joliette. J'ai dit, je pense que ça n'existe pas, ces disques. Ben, c'était même pas, c'était des cassettes encore. J'ai dit, ces cassettes-là. Il dit, reviens voir demain matin, le jour du départ, je vais le voir. Puis il avait tout copié la Bohème sur 2 sets de cassettes. Écoute, c'était comme une affaire tellement précieuse. J'ai gardé ça, j'écoutais ça en boucle constamment, puis ça m'avait marqué. Puis c'est une bonne rencontre. Mais c'est ça, encore, t'as raison, c'est ça, c'est des rencontres. Tu fais des rencontres, puis il y a des gens qui te marquent sur le chemin. Puis c'est ça. Puis après ça, tu t'approfondis, dans le fond, l'écoute, là, puis les concerts aussi, beaucoup. Aussi, les concerts. Mais il y en a pas gros qui le savent, mais tu joues de la musique. Je joue de la guitare, en fait. Tu joues déjà aussi de la clarinette. Oui, mais j'ai essayé, mais j'ai abandonné pour me revenir à la guitare, tu sais. OK. Mais je suis pas bon, tu sais. Mais moi, j'ai un frère. En fait, je suis pas bon. Non, je suis pas bon. Puis, mais je te dis ça, puis je me dis, j'aurais m'y remettre plus. Là. Mais j'ai un frère qui était médecin. En fait, il a pris sa retraite en disant, mon Dieu, je sais pas où je trouvais le temps pour aller travailler, parce qu'il joue de la guitare depuis qu'il a 17 ans ou 15 ans. OK. Il joue du blues. Il est vraiment bon.
Fait que, il est intimidant, tu sais. Voilà, c'est ça. Non, il est vraiment... Mais ça, c'est fréquent. Les mots-tadis médecins qui jouent de la musique, là, il y en a une trollée. On a une amie, là, Julie Sirois, qui, elle, en plus, fait 2 carrières. Ça, deux carrières en même temps. Il y en a d'autres aussi, Mathieu Godet. Il doit y avoir quelque chose, tu sais. Ouais, non, il y a une partie du cerveau, je pense, que ça fonctionne, une espèce de logique d'organisation. Mais en même temps, regarde, moi, no way, j'aurais fait médecine. Là, moi, c'était la musique, peu importe. Mais non, ça dépend, mais c'est fréquent. Bref, c'est fréquent. Et donc, tu continues à avoir des concerts? Tu fais ça encore? Oh oui, ce soir, je vais au Violon du Roi. Là. Puis, cool. Puis, musique. C'est quoi, t'as-tu un jam? T'as-tu quelque chose t'as-tu un style musical que t'affectionnes plus que d'autres? C'est assez varié. C'est assez varié. Il y a des périodes qui me frappent beaucoup, mais en même temps, dès que je découvre autre chose, je sais pas, ces temps-ci, depuis, je suis bien fasciné beaucoup par la période de Debussy, Ravel, tout ça, le début de fin du 19e. Musicalement, c'est riche à un point. C'est ça, il y a comme une même bout. Là. Tu sais, des fois, quand les gens disent dans quelle époque tu voudrais vivre, là, je sais que c'est complètement absurde parce que quand tu es dans l'époque, tu t'en rends pas compte. Mais moi, cette période-là, là, je me disais à tous les niveaux, il y avait quelque chose qui était... Au fond, t'aurais été... Le cinéma commençait, tout ça. T'aurais été parfait pour... c'était quoi le film de Woody Allen? Oui, c'est ça. Sur 2 époques. La Belle Époque. Midnight in Paris. Midnight in Paris, c'est ça. T'aurais été un bon Owen Wilson pour ça. J'avoue que c'est une... Moi, si tu me donnais le choix, je suis vraiment moins aventureux que ça. Moi, ça serait plus des années 70. Rien que pour le cinéma, la musique, la créativité. Toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai pas vécu. Non, mais c'est drôle que tu dis ça. Mais c'est drôle parce qu'au chalet, avec Jennifer, on se fait des petits festivals de films. Puis on s'est mis à regarder beaucoup de films de ces années-là. C'est fou. Ou de, tu sais, Coming Home, c'est à la Coming Home? Attends une minute. C'est ça, celui qui a fait Being There, puis Harold Desmaudes et... oui. Coming Home, c'est un film extraordinaire. Plein de films. De Al Ashby, oui, c'est ça, avec Jane Fonda. OK. Ouais. Et donc, oui, c'est ça. Donc, écoute, revisiter ce cinéma-là, je veux dire, c'est sans fin. Il y avait une qualité de jeu exceptionnelle, une liberté, beaucoup. Mais c'était aussi un peu les adieux du jeu de théâtre devant la caméra. Tu sais. Ouais. Il y avait encore... Godfather, évidemment, ça, c'est comme un peu... Ouais. Puis, il y a une série apparemment qui est sortie sur le making-of. Mais il paraît que c'est super bon. Ouais. J'ai rien vu. C'est comme du petit bonbon. Là. The Offer, c'est pas ça? Oui, c'est ça. The Offer, ouais. Ça, je suis bien curieux. Bien curieux de voir ça. Mais oui, au niveau cinéma, c'est sûr que c'est une période extraordinaire. Puis musicalement aussi. Puis l'art aussi. Je trouve que c'était comme ça. C'était vraiment une période où est-ce qu'on... Les gens jugeaient pas trop, ils se pitchaient dans tous les sens. Ouais. T'essayais des affaires un peu bizarres, louches, bref. Puis les années 80 ont comme un peu ruiné. Là, c'est dur en ce moment, je trouve. C'est-à-dire, c'est dur. Moi aussi, je trouve ça terrible. Toute la perception de ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire, la censure, dans le fond, qui part d'un bon principe, là. Ouais. Mais la censure, je pense que c'est pas un bon principe. Mais les idées raisons, la raison de ça. Mais ça, je comprends pas qu'on n'allume pas là-dessus, que ça marche pas, la censure, que ça n'a jamais marché, que ça n'a jamais été quelque chose de... Ça a même souvent fait le contraire, ou ça a tué, comme par exemple la musique en Russie, ou la... Ouais. Il y a un livre de Le fracas du temps de Julian Barnes sur Shostakovich, ces années... que je le connais pas du tout. Julian Barnes qui a fait sur... ah oui, OK. Tu sais, Shostakovich qui vivait avec une valise prête à être emporté tout le temps parce que... Le fracas du temps, OK. Et c'est fascinant parce que c'est là aussi, c'est ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire. Puis dans le fond, c'est les mêmes ficelles, dans le fond, tu sais. C'est-à-dire, tu peux pas... Même si les raisons sont différentes, c'est... On est là-dedans, puis c'est sûr que ça donne des... Il y a beaucoup d'œuvres plates. Il y a beaucoup d'œuvres plates. Puis sur le break, puis en fait, tu as juste à débattre de ça, puis à dire « je suis pas d'accord », mais t'es pas obligé de l'éteindre, c'est ça que je trouve qui est... puis moi, je suis aussi dans le vieux concept que si t'aimes pas ça, vas-y pas. Ou si t'aimes pas ça, change de poste, tourne la tête. C'est pas difficile aujourd'hui de pas voir les affaires. Si tu veux, tu vois, t'as tellement d'offres, c'est pas comme si on avait 2 postes. Puis que... Ben non, puis c'est ça. Et comme tu le dis, toi et moi,
on l'a connu, l'espèce d'époque où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, puis que tu te faisais donner quelque chose, puis tu le prenais parce que c'était ça qui jouait le dimanche ou le samedi, puis à partir de là, tu te faisais tes idées, mais maintenant, quand les gens chialent, je me dis toujours, mais voyons, mais il y a plein d'autres choses pour toi. Il y a plein d'autres choses qui sont adressées, créées sur mesure pour tes goûts. Ben, je sais pas, c'est un peu... Tu sais, il fallait aussi, tu sais, l'idée de l'offre, c'est un peu troublant aussi de voir que les gens, c'est pas qu'ils vont toujours au même endroit, mais tu sais, justement, là, tu sais, explorer, là, en musique, c'est ça que... Moi, je trouve que les plateformes YouTube... Aujourd'hui, tu sais, le disque, c'était le fun, là, on aimait ça d'acheter des disques, mais là, il fait que... tu sais, on trouve des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées, là. Ça, c'est le fun, là. Oui. Ah non, mais écoute, puis moi, je l'ai déjà dit ici, puis je le répète souvent, moi... Spotify, c'est un petit peu extraordinaire pour mon quatuor, là, parce qu'on n'a jamais été autant écouté. Là. On reçoit les chiffres de fin d'année, je suis comme « what? » Comment ça? Puis qu'à l'époque du CD, les gens n'écoutaient pas autant. Là. En fait, tu veux dire que tout ce qui est marginal, ça peut servir, dans le fond. Exact. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on fait de l'argent? Non, on fait pas. On en faisait-tu avec du disque dans le temps? Pas pantoute non plus. Donc, dans notre cas, c'est bien. C'est le mainstream qui souffre. C'est exactement. C'est eux autres là, qui commencent à avoir un peu un petit goût de ce qu'on a aussi, mais regarde en même temps. C'est un peu compliqué. T'as fait la mise en scène du dernier show je vais pas dire dernière pièce de Michel Non, Tremblay. Pas de la dernière pièce. J'ai fait la mise en scène du Vrai Monde. Ouais, du Vrai Monde, pardon. Mais j'ai joué dans la dernière. Et t'as joué dans la dernière, excuse-moi de mélanger. On dirait que je suis abonné, mais bon, c'est pas... Michel qui habite juste à côté d'ici. Je suis pas un intime du tout, là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là. Tu le connais quand même un peu? Ben, je le connais pas dans la vie, tu sais, OK. Puis c'est parfait en même temps. C'est parfait. C'est pas que je veux pas le connaître, là, mais tu sais, j'ai pas d'attachement à son monde ou rien de ça. Tu sais, puis ça donne une liberté. D'ailleurs, ce qui est formidable de Michel Tremblay, c'est que quand on a monté le Vrai Monde, tu sais, il est venu, évidemment, tout le monde était nerveux. Et je leur disais, écoutez, soyez pas nerveux. Il est tellement willing à n'importe quoi, lui, n'importe quelle vision de son œuvre, du moment que ça soit fait honnêtement, il est complètement... il aime ça, il est content parce qu'il dit « Ah, c'est pas ça que j'aurais imaginé. » C'est pas ça, tu sais. Non, il doit avoir des surprises, c'est sûr. Complètement, mais c'est pas du tout le genre qui... Tu sais, on a même fait des changements des fois au niveau de la structure d'une couple de scènes. C'était au départ à cause de la distance qu'il fallait respecter parce qu'on était en pleine pandémie. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je trouvais que c'était correct, tu sais. Aucun problème. Ouais. Ah non, il n'y a aucun problème avec ça. Écoute, moi, je le croise à tous les jours. Ouais. Puis, tu sais, il est au coin du parc, il lit, il a une petite boulangerie, tout ça. Et puis, ça fait des années. J'ai jamais osé aller le déranger ou y parler. Il y a quand même une vibe distante. C'est correct. C'est correct. Mais tu sais, c'est à mon avis. Des fois, je suis comme je dis, hey, merci, c'est super ce que vous faites. Quand on a fait, il est venu saluer une couple de fois. Quand il venait saluer là, au TNM. Puis à Ottawa aussi, quand on l'a fait récemment, chez Tchekhov, là, je parle pas du Vrai Monde, mais la dernière pièce. Écoute, c'est Paul McCartney qui est rendu à la scène. Là. C'est fou, là. Je veux dire, les gens, c'est fou. C'est parce qu'on l'a, il est là, tu sais. On peut lui dire, on peut... Puis c'est quelqu'un qui est... C'est une œuvre énorme, là, tu sais. Ah non, gigantesque. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était... Au secondaire, tu sais, puis au secondaire, les gens qui étaient en théâtre jouaient ça, les héros de mon enfance, après les belles sœurs. C'est vraiment toute la série sur sa mère, puis sur le plateau. C'est gigantesque. Puis moi, c'est ça que je trouve drôle un peu de maintenant, tu sais, j'habite sur le plateau, je le vois souvent se promener, puis je pense à ses écrits, puis comment le plateau, c'est plus tout ça, mais il est encore là, tu sais. Il est encore dans la même zone. Moi, je trouve ça assez fascinant. Puis oui, le Vrai Monde a fait la mise en scène. Est-ce que c'était Brassard qui l'a fait la première fois? Oui. OK. C'est Brassard qui l'a fait. Après ça, moi, je l'ai joué, mais avec... en fait... T'as-tu travaillé avec Brassard? C'est ça ma question. Oui, j'ai travaillé avec Brassard. J'ai travaillé avec Brassard au conservatoire. Ensuite, j'ai travaillé avec Brassard dans le Britannicus de Racine. OK. Quand il dirigeait le CNA. Puis après ça, j'ai fait les Feuillettes. L'autre qui est venu quelques fois nous voir. Okay. Là, et oui, c'était quelqu'un de... Tu fais-tu partie des gens qui, justement, ont tu sais, il y en a qui en parlent, c'est presque sacré, c'est presque spirituel. Oui, sacré. Oui, c'est quelqu'un de très, très, très important. Là, qui, à la fois, qui te donnait énormément de liberté, mais donc beaucoup de responsabilité comme acteur. Là, OK. Ça va avec. Si je te dis, vas-y, il faut que tu fasses de quoi? Tu peux pas juste être... Et puis donc, on avait vu le Vrai Monde, puis je me souviens, à ce moment-là, Michel Charette, je donnais des ateliers dans une école au Collège Jean-Eudes. OK.
Et lui, il était là. Puis après ça, après ça, je l'ai aidé pour ses auditions conservatoires. Tout ça, il voulait se présenter. Puis pendant ce temps-là, il y a eu la reprise du Vrai Monde que j'avais vu, moi, Rideau Vert, que c'était un choc total, monté par Brassard avec Gilles Renaud, Rita Lafontaine. Puis ça a été repris à l'Outremont. Puis j'ai dit à Michel, si tu veux faire ça, là, viens, il faut que tu vois ça. Fait qu'on est retournés ensemble. OK. Et là, il a complètement blowé. Et là, il a fait son conservatoire, tout ça. Et puis, il y a quelques années, là, il m'invite à dîner. Il dit hey, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, merci, tout ça. Puis il dit là, je veux jouer ça, puis je veux que tu le montres. Fait que là, on est allé voir Denise Filiatro au Rideau Vert. Puis on a dit, comme ça a été créé ici, on l'a refait dessus. Puis elle a dit oui, parfait. Ça a pogné en plus, ça a bien marché. Oui, ça a bien marché. Mais là, ils partent en tournée. Ah oui? Oui, c'est ça, février, mars, une grosse tournée. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis Tchekhov, comment c'était cette expérience-là, justement? Chef Tchekhov, qui était une pièce, une espèce d'hommage. Écoute, c'était d'une grande tristesse parce que moi, j'avais acheté des billets pour y aller en famille. Puis tu as eu la COVID. Et la COVID s'est invitée chez mes parents, tout le monde. J'ai donné billets à mes voisins qui ont eu un gros fun. J'étais comme... mais c'était cool. C'était une très, très bonne job de Serge Denoncourt aussi. Mm-hmm. Parce que c'était, en fait, qui a fait un peu le travail que Brassard faisait souvent avec Tremblay, avec lequel Tremblay est tout à fait d'accord. Il a toujours travaillé en collaboration. C'est pas quelqu'un qui écrivait ses pièces, puis fini, je le mets ça là. Puis ça bouge plus. Non, ça a bougé, il a réécrit des monologues. Ah oui, OK. Ouais. OK. Et puis c'était très touchant parce que il y avait Gilles Renaud qui le faisait un peu son alter ego, là. Oui, c'était ça. Moi, je faisais l'alter ego de Gilles Renaud. C'était comme une mise en abîme. Là. Ouais. Et puis, Michel, c'est un auteur très touchant, très troublant, tragique par moments, mais extrêmement drôle aussi. Mm-hmm. Il y a le sens, ça riait, là. Ah oui, ça riait en masse. Beaucoup. OK. Mais vous allez sûrement le refaire, là. Ça va repartir en tournée, ou je sais pas, c'est pas... Non, il n'y a pas de tournée de prévu. Pas de tournée prévue? OK. Puis là, tu sais, avec la pandémie, comme empilé, en tout cas, c'était compliqué pour tout le monde. Oui, il y a une tonne de productions qui reviennent, finalement. C'est ça. Puis toi, ta pandémie, ça a été quoi? Ça a été, comme tout le monde, moi, les 2 premières semaines, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah non, c'était pas pire. J'ai dit, mais quel monde extraordinaire. Il y avait un buzz. Ça a fait du bien, là. Parce que là, après ça, c'était l'inquiétude. Puis tout ça. Mais le début, là, je me souviens d'avoir vu des autobus vides se promener. Je dis, mais où est-ce qu'on... Mais c'est donc bien capoté. Ah non, je sais. Et les gens se parlaient. Puis, Puis à ce temps-là, au début, on n'avait pas de masque. On se mettait loin, là. Ah oui, non. Et moi, j'y croyais pas. C'était malade. Ouais. Moi, je m'en allais faire un concert avec Molinari. Mes parents me disaient, hey, je pense qu'ils vont tout fermer. Je pense pas que tu vas faire un concert aujourd'hui. J'étais là, mais voyons. Puis là, j'avais pacté mes affaires. J'étais arrêté au Café Charrier déjeuner. Le Café Charrier, vide. Là, je fais, mais voyons, on fait, monsieur, on va vous servir, mais on sait pas si on est supposé d'attendre. Je dis, regardez, servez-moi, puis après, on verra. Ouais. Je me pointe, puis là, tu sais, on arrive, ils disent, écoutez, vous pouvez pas faire votre concert. Mais là, c'était comme, ça venait de sortir, on était comme, sinon, vous allez avoir une pénalité. Puis que c'était buzzant, là. C'était spécial. Mais après ça, j'ai écrit... C'est là que tu as joué. J'ai pas commencé là, mais j'ai continué. Puis, le petit film aussi, vous avez fait votre petit film avec Jennifer. C'était au tout début, ça? C'était oui, c'est ça, 2 petits films, mais c'était au tout début? Le premier, oui. Ouais. Le premier, après ça... c'était Le Réveil, le premier, non? Après ça, il y a plein de masques, donc c'était un petit peu plus tard. La sieste, c'était après? La sieste, c'est le premier. La sieste, c'est le premier, ça, je mélange, excuse. J'avais vraiment fait une sieste au chalet, vraiment. Puis elle est rentrée dans la chambre, puis elle dit, t'as dormi, je t'ai tombé, tu sais, comme ça peut arriver. Tu te réveilles, tu sais plus où c'était, là. Ouais. Puis là, j'ai fait une joke en disant, j'ai rêvé, j'ai commencé ça, j'ai rêvé qu'on avait toutes des basses, puis qu'il y avait une grosse pandémie, puis... Là, elle fait, attends une minute. Elle, tu sais, elle a fait la course Destination Monde. Fait qu'elle, c'est. Attends, bouge pas. Fait que là, elle dit, tais-toi. Fait que là, elle part le iPhone à côté du lit. Et on a improvisé pendant. C'était ça? Oh, oui. Puis après ça, elle a monté ça avec son fils a participé. OK. Ils ont monté ça, puis on a mis ça sur le truc. Puis là, il y a eu des... Ça a pogné. Ah ouais, ça a vraiment pogné. Ça t'a pas fait partout. Puis j'aime bien la dernière ligne. Je sais pas que c'était venu, là. Il faudrait que j'écrive ça avant que quelqu'un me vole l'idée. Mais là, ça, c'était amusant. C'était au tout début. Après, vous avez fait le deuxième. Oui. Qui était un petit peu plus élaboré, mais qui était aussi par rapport à Trump. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait de pandémie.
Oui. Mais il s'est pas rendu compte non plus qu'il y avait Trump. Puis il a rêvé. Il dit, mais non, c'était le gars avec les cheveux jaunes. Là, puis là, il ouvre la TV, puis c'est lui qui parle. Fait que c'est... J'adore les deux ça. cauchemars, la pandémie puis Trump. Oh, ouais, non, quand même pas fait cauchemar. Puis on n'a pas fini la pandémie nécessairement. Et Trump, Oui, exactement. Non, c'est ça. Puis, donc, dans cette période-là, c'est ça, pour toi, c'était ça. Donc, la lecture, écrire. Puis espérer que ça... Puis on a monté le vrai monde quand même dans des conditions... Ouais, puis quand on était en répétition, on savait pas si on allait jouer. Non, on montait le show, il nous disait au rideau vert, vous allez vous rendre jusqu'à la générale, après ça, on garde le décor, on verra, tu sais. Et là, pendant les répétitions, on a su qu'on allait jouer, mais tu sais, là, t'as toujours le feeling, tu sais, on apprend qu'on a joué, tout va bien, et là, c'était une jauge de 143 personnes sur 400. Ouais. Et là, on apprend que finalement, dans la même semaine, on apprend que la jauge, il faut mettre ça à 2 mètres, les spectateurs, donc ça passe à 83 personnes. Ah oui. Et en plus, il y avait un couvre-feu à 8 heures. Fait que là, le rideau vert dit, là, on a demandé aux acteurs, et tout le monde a pu jouer à 5h30. OK. Alors, ils ont fait la run, ils ont joué 43 fois. Je veux dire, c'est un miracle, là. C'est comme si on marchait dans un champ de mine. Puis, ils n'ont pas annulé une fois. On a joué tout le temps. Personne n'était malade. Wow. C'était comme... Tout le monde fait attention de leur bas aussi. Là, tout le monde faisait attention. Puis les vaccins commençaient. Là, c'était exactement... Moi, je me suis fait vacciner pendant les répétitions. Et donc, ils ont joué. Puis heureusement, là, ils vont jouer devant. T'avais-tu un papier pour te promener dans le soir on avait après des papiers. Moi aussi. Puis je me suis jamais fait arrêter. Je courais après la police pour qu'ils m'arrêtent. mais c'était un petit peu le fun, ça, l'affaire d'avoir son permis. Puis de là, ça te promenait dans... Moi, je l'ai fait une couple de fois, des concerts enregistrés de salle vide, ça, ou quelques personnes. Puis là, écoute, t'as l'impression d'avoir le jackpot, là. Tu te promènes, il n'y a pas un chat. Les métros étaient vides. Alors, c'était un petit peu le fun. Oui, j'avais mon papier. J'avais mon papier, je me promenais. Nous autres aussi, on a fait de la tournée au tout début, puis c'était des 25 personnes dans les salles avec les distances. C'était complètement fou, là, avec les masques. Mais tout, normalement, tu aurais eu 25 personnes, ça aurait été plate. Ouais. Et là, il y avait comme non. C'est une espèce de désir de... de désir, puis un essai un peu de revenir à la normale, donc et d'accepter toutes ces contraintes-là pour vivre quelque chose. Moi, je trouvais le buzz quand même cool. Écoute, je me demandais si, étant donné que tu fais tellement d'affaires, est-ce que tu définis encore quoi? T'es acteur, mais est-ce que c'est ce que t'aimes le plus? Y a-t-il quelque chose que tu préfères faire en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais faire que tu fais pas? Est-ce que tu as une espèce de liste de trucs? C'est sûr que l'écriture, ça me nourrit beaucoup dans le sens où ça me nourrit. C'est fascinant, tu sais, la création, en fait. Mm-hmm. Le jeu aussi, mais des fois, j'ai tendance à le voir un peu plus maintenant comme un travail. Je ne dis pas ça péjorativement, mais tu sais, je suis pas... Tu sais, ça dépend de ce que je fais, évidemment, là, mais l'implication est différente. Tu sais, tu vas être dans le projet de quelqu'un. Puis je comprends bien comment ça fonctionne. Tu sais, si t'arrives, tu es tout le temps en train de vouloir amener ton affaire. Tu sais, il y a un metteur en scène. Évidemment, il faut que tu amènes quelque chose de l'eau au moulin, mais tu sais, tu es dans le projet de quelqu'un. Puis là, quand toi, tu as la chance de... Fait que ta question sur le théâtre, effectivement, ça me tenterait peut-être d'être plus... plus les planches. Ouais, puis la mise en scène, j'ai vraiment aimé ça. J'en avais fait avant, mais là, de cette façon-là... En plus, c'est tellement des pros partout que tu demandes quelque chose, ça se fait. Là, il y a comme quelque chose qui... C'était-tu comme ta plus grosse prod de mise en scène à date? Oui, mais c'est... Comme je te dis, tu sais... je veux dire... L'assistance, la direction de production, tout ça, tout se fait, là. C'est tout, il s'agit d'engager le bon monde, là, puis c'est... donc, oui, mais c'est parce que des fois, j'ai travaillé avec des étudiants dans les écoles. Ça, c'est l'ouvrage, parce que là, tout le monde, tu coaches tout le monde, là, tu sais. D'ailleurs, ça m'amène à penser, l'enseignement, toi, ça t'intéressait pas, il me semble, avec toute ton expertise? Oui, j'en ai fait des mises en scène dans les écoles. Oui. Ça, dans chaque école. Non, pas chaque école. Mais je parle enseigner le théâtre. Je parle, tu sais, comme donner des cours. Oui, j'aimerais ça. Mais, je te verrais. Oui, j'aimerais ça. Ça me plaît beaucoup. Ça aussi, c'est différent de la mise en scène parce qu'il faut que tu ailles plus profondément. Puis les gens ne sont pas nécessairement dans le rôle dans lequel ils
il serait casté, tu sais. C'est vrai. Et oui, j'aimerais ça. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, en fait, qui sont beaucoup reliées à la transmission, ou effectivement, mais aussi beaucoup à la création, tu sais. Oui. Je peux voir. Non, je peux comprendre ça. C'est tellement payant. Ah, c'est payant. Faire du théâtre. En fait, j'en fais pas trop. J'en fais beaucoup parce que c'est bien payant. Non, le théâtre, c'est pas si pire. Mais tu sais, quand tu parlais de ça, là, c'est vous jouez, vous autres, là. Puis, tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, à quel point la culture doit être subventionnée partout, puis que dans les pays où ça l'est le plus, c'est pour ça que ça marche, tu sais. Non, c'est ça. Sinon... Mais c'est super indiscret. Mais non, c'est pas indiscret, je pense, c'est out there. Mais tu sais, un acteur qui joue au théâtre... La ligne 199 de ton rapport. C'est ça. Non, mais un acteur, une soirée, jouer, c'est quoi un tarif de jeu d'acteur? Moi, je ne connais même pas le tarif. C'est quoi? Non, mais il y a des tarifs de base là, qu'on n'a pas, mais tu sais, tu peux faire... ça dépend des théâtres, tu peux faire de 200 à 500, tu sais, mais... 200, 500? 500, mais attends, 500, là, c'était pas... c'est un petit rôle ou c'est un gros rôle, là? Ça, c'est un bon rôle. 500? Admettons... attends. Un premier rôle au TNM avec full ligne Shakespeare, machin, tu vas pas... Tu vas faire payer plus que ça, quand même. Ça va dépendre de ton statut aussi, un peu. De ton statut, de combien de fois tu as joué là, tout ça. Ça peut être un peu plus que ça, oui. Mais c'est pas tant plus que ça. Ça va pas être dans des 2000, 3000. Non. Ça, tu vas avoir ça si tu produis le spectacle puis que c'est payé. Là, wow! C'est comme... Je sais pas, quand il faisait Brou, par exemple, là, c'est pas... Oui, ça, c'est une autre chose. Tu comprends bien que le décor est payé, là, c'est pas... Puis, tu sais, on joue pas assez longtemps pour ça non plus. Parce que, dans le fond, le théâtre pourrait, si on jouait longtemps, être une des choses les plus payantes. C'est ça, ouais. Mais si... oui, par exemple, comme si t'es... Le break-even, il est loin, là, tu sais. Ouais, c'était une grosse prod de Broadway qui est là pendant 6 ans, 5 ans. T'as le temps de payer toutes les dépenses oui, c'est qu'il fallait, là. Aïe. Donc, c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu joues régulièrement, ça va, là, c'est pas ça, mais... Puis il y a les séries, la pub aussi qu'on fait. Là. Ah, puis toi, t'as quand même connu de la série Pas pire que Pogné, tu sais. Pas pire, ouais. Tu sais, Monde de Charlotte. C'était ça ton plus gros succès, tu penses? De télévisuel? Oui, puis récemment, que j'ai fait, mais juste pendant 1 an, par contre, mais parce que je suis arrivé à la dernière année, comme c'est ma spécialité, des fois, je finis les séries. C'était Lâcher prise. Ouais, qui a bien marché. Ouais. Qui a eu un bon succès. Marilyn aussi, bon succès. Marilyn, succès bœuf. Je sais pas, j'aimerais ça qu'ils le ressortent. Là. Il devrait. C'était bon. Oui. J'avais un producteur que je connaissais, il disait c'était surréaliste, l'affaire. Robert Gravel avec son coq, là. Ah, tu savais pas de bon sens. Oui. Puis Robert, c'est là que je l'ai connu. Je le connaissais pas, moi, tant que ça. Et j'ai eu énormément de scènes avec lui. Oh, et j'ai adoré ça, parce qu'on jouait beaucoup. Hein. C'était la dernière série, je pense, dans laquelle on voyait les comédiens jaser à la fin. Avec le générique. Bon, ça t'as plus de personnage. T'as un personnage, là, puis là, le générique arrive, puis là, physiquement, là, ça avait aucun bon sens. Le générique déroule, puis là, vous êtes... La scène, il y a eu le punch, puis la scène continue dans un vide étrange, puis c'est surjoué physiquement. Vous dites... n'importe quoi. Oui. Puis on s'est fait avertir parce qu'il y a des gens, des malentendants qui lisaient sur les lèvres. Et là, on dit pas que là, Robert Gravel, lui, il avait un cas, puis il se penchait, puis il cachait sa bouche, puis il disait... Des énormités. Il disait qu'il allait commander du chinois, puis des affaires de même. Il disait n'importe quoi. Là, il fallait qu'on réponde. Moi, il y en a un où j'ai ri... tu sais, la scène avant est pas drôle. OK. Il y a le générique, puis là, je ris tout le long. Puis ils l'ont gardé. Ça, c'est assez spécial. C'est ça, c'était surréaliste. Si quelqu'un le trouve, là, me l'enverrez. Ah non, mais ça, mais je sais même pas c'est où, mais juste à souvenir. Là, moi, c'est une des séries qui c'est des choses qui vieillissent assez vite. Ça vieillit, genre, des fois, même, en question de semaine. Alors, en tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à regarder ça. Écoute, on est rendu à la prescription. Oui.
Alors, Henri, oui, je t'écoute, cher ami. Alors, là, j'ai un film. OK. Que, je ne sais pas si tu as vu ça, ça s'appelle About Endlessness. Pour l'éternité, en fait. OK, attends. Et qui est de Roy Anderson avec 2 S. OK. Qui a fait plusieurs films. C'est un gars qui a fait beaucoup de pubs assez pétés, là. Tu sais, des pubs qu'on voit dans les festivals. OK. Et c'est une série de scènes courtes. C'est extrêmement beau, là. C'est fait avec c'est comme tous des tableaux presque, là, tu sais. OK. Et puis, des fois, les personnages ont rapport avec les autres, des fois pas du tout, là. C'est extraordinaire. Bon, moi, ça m'a complètement... Ah, puis c'est un film qui a gagné un Lion d'Or de la mise en scène à la Mostra de Venise en 2019. C'est exceptionnel, moi, je trouve. C'est une suite à la trilogie de la condition humaine, apparemment. OK. Ouais, puis je sais pas comment le décrire, là. C'est comme, tu sais, t'as toutes sortes de scènes. T'as un homme qui est un prêtre, puis qui capote parce qu'il a perdu la foi, puis là, il est désespéré. Il a perdu comme mon père un chat, là. OK. Tu sais, puis là, et lui, il se retrouve dans plusieurs scènes. T'as une scène, à un moment donné, là, extraordinairement belle, mais si je la décris, tu sais, il y a un petit café extérieur dans un petit village. 3-4 personnes assises là, c'est un peu triste. Et là, il y a une musique qui part dans le jukebox, je sais pas quoi là. Et il y a 3 filles qui arrivent, qui arrivent genre de l'école, je sais pas trop, là, et qui se mettent à danser pour le monde qui sont assis là. C'est d'une beauté, là. C'est juste ça, puis après ça, ils font un salut, puis ils s'en vont. Mais tu sais, des scènes très courtes. Très rêveurs, justement. Très dures aussi, quelqu'un qui se fait une exécution. T'as plein de... C'est un film magnifique. Wow. Puis aussi, j'ai vu cet automne une pièce au Katsu qui s'appelle Une journée. OK. De Gabrielle Chapdelaine, qui est une fille qui avait gagné le prix... comment il s'appelle, celui qui a écrit Ticoc, Gracien Gélina. OK. C'est monté par Olivia Palacci. Ça a été monté au théâtre de Carleton en premier, puis ça a été repris au Katsu. Le théâtre de Carleton qui est finalement une espèce de place intéressante où il y a de la création. Une espèce de laboratoire. De laboratoire, c'est ça, les gens vont tester des trucs là-bas. Ouais, puis... Je sais pas trop, mais c'était... c'est Danny Boudreau, je pense, qui dirigeait. Ouais. OK. Cool. Et ça, j'ai tellement aimé ça, parce que c'est tellement éclaté. Okay. Il y a 2 acteurs, tous les acteurs étaient bons, mais il y en a 2 qui me reviennent plus, c'est Renaud Lascelles-Bourdon puis Rosanne Derry. Ah mon Dieu, OK, il y a des super acteurs. Ouais. Puis l'utilisation, moi des fois au théâtre, ça me fatigue un peu la vidéo, là. Je me dis, tu sais, ça va, là, on n'est pas venu voir un film, mais je suis content que tu le dises, oui. Parce que même en musique classique, on se fait un peu poussé dans la gorge par les institutions de dire utiliser du multimédia, c'est fantastique. Oui, c'est parce que oui, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais souvent, là, c'est comme c'est pas utile, tu sais. Mais là, c'était super efficace. OK. Toute c'est une journée, dans le fond, c'est la banalité de la vie. Une journée, qu'est-ce qui arrive dans une journée, là, tu sais, c'est comme répétitif de tous les personnages. Tu sais, je me lève, je fais, tu sais, là, la vraie vie, dans le fond, là. Okay. C'était superbe. Et puis, je suis allé à Nashville. Comment ça, t'es allé à Nashville? Je suis allé à Nashville en char à l'automne, le 9 septembre, parce que... pas le 9 septembre, plusieurs jours, ça m'a pris. Parce que dans le prochain roman, le personnage, il descend, il passe une fripe, puis il se retrouve, il descend par Buffalo, puis Cleveland, etc. Puis tu es parti tout seul? Je suis parti tout seul. Tout seul? C'était ça le projet. Tout seul, faire bien de char et me rendre à Nashville, où j'avais acheté des billets pour voir Sarah Jarosz. La connais-tu? Nope. Ah oui, mais là... Sarah Jarosz, c'est une chanteuse de... C'est quoi toutes ces affaires-là? Je connais rien de ce que tu parles aujourd'hui. C'est toi qui me montrais. Je sais, je capote. Tu vois, là que t'as des enfants, tu connais plus rien d'autre que le Roi Lion, etc. Puis Caillou. Mais Sarah comment? Sarah Jarosz, J-A-R-O-Z-S. OK, je l'ai. Auteur, compositrice, interprète, qui est dans le folk, finalement. Oui, folk, bluegrass, tout ça. Là. Ah, t'es nommé aux Grammys. Ouais. OK. Alors, j'achète un billet. Et puis, je m'en vais là, puis c'est dans un... Tu sais, t'as Nashville, le cowboy, puis t'as un petit peu à l'extérieur, là, c'est capoté, le nombre de bars, de musiciens hallucinants. Là, c'est la ville musicale du pays. Puis pas juste du country, mais c'est bien... Et là, je m'en vais là, et c'est un des plus beaux shows que j'ai vu de ma vie. Il y avait elle qui joue très, très bien de la mandoline, du banjo, de la guitare. Il y avait un guitariste, un contrebassiste et bassiste, là, et un batteur. C'était... À tous les niveaux, c'était exceptionnel. Tu sais, même ces gens-là, le son, là, c'est comme parfait. C'est pas des 3 accords, là. Je parle pas du groupe, là. Je parle c'est pas du groupe qui gratouille, là.
C'était exceptionnel. Wow, puis c'était plein, sûrement. C'était plein. On était debout, puis on buvait de la bière en canette. C'était vraiment une place... mais c'était... Parce qu'elle elle habite là maintenant. Mais comment t'es arrivé à la connaître? Je savais même pas que il t'aimais le country. Il y avait un petit... c'est pas vraiment comme... Tu sais, il y avait un petit... Un petit magasin de disques sur Mont-Royal, usagé. Peut-être qu'il existe encore, je sais pas. Passer tu sais, t'as l'échange, puis t'as l'autre. Ensuite, un peu plus loin, non, petit. Il existe plus. Bon, tu sais, là. Il y avait des films aussi. Il était étroit, là. Ouais, le gars était extraordinaire. Et je suis rentré une fois, puis il était en train de parler de ça. OK. Il dit, cette fille-là, dans son premier disque, elle avait 18 ans. Elle a été nommée. Okay. Et il dit, ça, c'est... Puis dans ce temps-là, c'était très bluegrass qu'elle faisait. Okay. Et puis là, je l'ai acheté. Puis voilà, c'est ça. Depuis ce temps-là... T'es parti à Nashville. Mais là, c'était pour le roman. Donc, j'ai beaucoup d'informations à Cleveland, à Cincinnati. Tout. Puis, une petite aventure le fun, quand même, de partir. Petite aventure le fun. Puis là, t'as dû écouter de la Muse à fond dans le char. T'as juste habité ça. Oui, puis dès que t'arrives au Kentucky, il y a l'accent, puis le country partout. Là, tu sais. Ah non, c'est super. Puis le bluegrass, puis... mais elle, c'est plus... c'est folk, c'est toute sorte d'affaires. Mais est-ce que t'as une autre suggestion? Avant qu'elle gagne le prix Nobel, j'ai découvert Annie Ernaux que je connaissais pas. OK. Et là, j'en ai lu plein, et ça m'a complètement jeté à terre. Je trouve que tout le monde devrait lire ça, et tous les hommes en particulier, parce que c'est une écriture exceptionnelle, vraiment. OK. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est le fun qu'on ait fait un podcast ensemble. Puis aussi, les livres de la maison d'édition dans laquelle je publie, qui ont publié depuis 1 an seulement, un paquet de romans, 2 bandes dessinées, 8 recueils de poèmes, de poésie. Ils sont extrêmement actifs et il y a des choses, il y a du Stanley payant, de toutes sortes d'affaires. C'est vraiment à découvrir. On les nomme encore? Main libre. On va fouiller sur leur site Internet. Oui. Puis aujourd'hui, c'est ça, t'es chez moi pour qu'on fait un podcast. Mais à la base, puis c'était vraiment la coïncidence, c'est que tu m'as écrit hier, tu disais, il faut que je te parle. J'ai des questions. Puis ça, c'est des questions, je pense que c'est pour ton prochain roman. Oui, c'est une question... presque technique. T'as envie de je la pose? Oui, OK. Alors, mettons quelqu'un qui joue du violon, un peu comme ta sœur, là, quand je t'ai connu, là, à un haut niveau, là, genre, mais pas... qui est encore étudiante, genre, tu sais. Ouais. Quelle sorte d'instrument elle peut avoir, qu'elle peut se payer, mais combien ça peut valoir? Ton roman, lui, ton personnage, il est au Québec ou il est au... Il est au Québec, mettons, à McGill, tu sais, qu'elle est... Puis là... Puis d'un grand talent. Puis à un moment donné, puis elle abandonne ça pour une raison que j'expliquerai plus tard. Okay. Et son violon et son frère veulent... Il y a quelqu'un qui veut le vendre sans qu'elle s'en rende compte. Donc, comment il peut tirer de ça, c'est ça? Écoute, un violon... c'est parce qu'aujourd'hui, on a... Mettons quelqu'un qui est de pas pire talent, tu sais, on a un super mécène au Québec, là, qui est M. Roger Dubois, qui prête des instruments à l'OSM, à des membres de l'OSM, mais aussi à beaucoup d'étudiants. Dès qu'il y a quelqu'un qui est talentueux, souvent, il y a des profs qui vont appeler ce monsieur-là. Oui, il fait des prêts. Okay. Il prête ça, puis tu sais, des beaux instruments à... Ça peut aller de 20 à 40 000 à peu près, peut-être pour les étudiants. Après, là, les autres qui sont plus professionnels, c'est des instruments qui sont assez élevés. Okay. Cela dit, mettons, si je prends le cas de ma sœur, puis mon cas, quand on était étudiant, nous, on avait économisé bien gros notre argent, puis on s'était acheté un instrument d'un luthier québécois qui s'appelle Denis Cormier, que j'aime bien gros. Puis lui, ça coûtait 11-12 000 $, mettons, l'instrument. Okay. Puis aujourd'hui, on fait encore notre carrière avec cet instrument-là. Ça existe. Mais en bas de ces prix-là, non. OK. Puis ça, c'est en 2000. Puis est-ce que, mettons, quelqu'un qui prendrait ça parce qu'il y a des problèmes de dos, puis chez vous, puis il dit, je vais vendre son violon dont il ne se sert plus. Ça se connaît ça un peu, il peut en avoir quoi, 5-6 000 ou... Ah oui, puis tu sais que c'est arrivé des histoires comme ça, là, aussi, là. Tu sais, des histoires de vol aussi, là, de gens qui rentrent dans les... À McGill, c'est arrivé, à la faculté de musique, il y a du monde qui rentrait, quelqu'un qui allait un break de toilette, il revient, il n'y a plus d'instruments. Puis là, ça s'était retrouvé dans un pawn shop. Oui, non, il y en a qui ont fait ça, il y en a qui peuvent faire ça, puis s'ils connaissent ça un peu, ils peuvent vendre à des particuliers aussi. Oui, non, ça se peut. Gens qui... c'est ça. En tout cas, c'est bon. C'est ce que c'est tout? Ça me guide un peu. Oui, en fait, c'est parce que je veux pas partir dans des tracts, mais là, je pensais pas que c'était autant, puis ça m'ouvre des portes encore. À chaque fois que je pose des questions comme ça... Ben oui, c'est quand même des montants. J'ai demandé à une amie
médecin, là, Julie, là, qu'on connaît. Il y a un moment donné un personnage qui avait une crise cardiaque, puis là, je voulais savoir combien ça pouvait coûter aux États-Unis pour un Américain d'avoir une crise cardiaque. Oh, et d'une opération ça peut être très cher. Là. Un pontage, un seul pontage, ça veut dire que tu n'es pas en trop mauvaise shape. 3 jours à l'hôpital, 50 000 $. Ouais. Là, elle me dit, finalement, je ne m'en servirai pas exactement comme ça, mais elle me dit, il y a des gens qui se laissent mourir parce qu'ils sont pauvres. Ils se disent, on va avoir une petite assurance pour ma famille, sinon, je les mets dans la merde en vivant. Alors, Moi, j'ai plein d'étudiants qui viennent à McGill, qui ont des gros talents d'instruments, mais qui viennent de familles pas si riches. Mais ça coûte moins cher venir à McGill, mais aussi, c'est que quand tu viens à McGill, t'as une assurance dentaire. Ben oui. Et là, écoute, il y en a qui viennent me dire, ils me disent, regarde, je viens ici, mais je viens me refaire faire la bouche, là, parce que je peux pas le faire aux États-Unis, ça coûte trop cher. Ouais. Et puis aussi d'autres trucs de santé qui viennent ici avec les assurances. C'est fou quand même, là, quand on y pense. C'est ça. Puis le violon, là, à McGill, il y en a. Bon. Oui. Mais où est-ce qu'ils sont où est-ce que tu peux entendre quelqu'un qui répète? C'est comme Elmer ou dans ce coin-là? Oui, c'est exactement là. Okay, sur Elmer, il y a le bâtiment. C'est exactement ce que j'ai écrit. OK, parfait. J'ai dit si tu te promènes, là, il fait froid, là, mais si tu te promènes l'automne ou même au printemps, le bâtiment sur Elmer, tout le monde a les fenêtres ouvertes, puis là, c'est comme une espèce de son symphonique qui sort des fenêtres, puis c'est super beau, là. C'est le fun, parce que t'entends tout le temps un éclat de flûte, puis de violon. Que quelqu'un là, c'est ma dernière question. Non, vas-y. Que de ces niveaux-là, c'est-à-dire un niveau, il faut qu'elle soit, tu sais, pour qu'elle lâche, puis que ça ait de l'allure, là. Oui. Sinon, tu dis, bon, finalement, elle s'en va en droit, finalement, ça fait une espèce de shift. Quand je joue, par exemple, les partitas et suites de Bach, puis solo. La chaconne, tout ça, parfait. Parce que c'est un peu autour de la chaconne, là, qui est une espèce de pièce. De pièce super tough. Super tough. Et qui est un peu un mythe, un peu, cette tune-là. Ouais, qui est comme là, on dirait le diable. Non, puis une espèce de thème variation dont des violonistes vont s'y attaquer. D'autres ne voudront pas y aller parce que c'est un peu un monstre. Il y a comme, tu sais, ces affaires-là, ça fait peur un peu. Mais là, tu veux dire, c'est difficilement jouable? Ou C'est difficile à jouer. C'est difficile à bien jouer. Et puis, je connais des violonistes qui veulent pas aller là. Mais est-ce que quelqu'un comme ça, mettons, de bon niveau, non, ils peuvent y aller. Oui, ils peuvent y aller. Mais il y a du monde qui... Ça veut pas dire qu'elle est exceptionnelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement, même des super bons violonistes, qui n'ont pas les chops pour se lancer là-dedans. C'est troublant comme musique aussi. Mais ça, à comparer à tout le reste, ça, t'arrives là, on dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a fait là? On dit, il était dans... L'harmonie, comment ça bouge, puis comment il revient avec le thème à la fin, c'est un peu... Mais c'est une super pièce, je veux dire, c'est... Moi, j'avais un exceptionnellement long pour tous les autres mouvements. Exactement. Un beau 20-25 minutes, dépendamment de l'interprète, mais tu sais, ça peut aller à 25 minutes, le mouvement. C'est intense. Puis tu sais, moi, j'en ai entendu des gens qui l'ont joué. Tu sais, il y a Christian Teslav qui était à Montréal il n'y a pas longtemps. Puis c'est ça, puis il a fait tout le catalogue au complet. Je pense que c'était 2h45 de musique. Il a pris une pause de 45 minutes, mais il l'a fait, la chaconne. Puis que ça doit être... C'est ça. Comme je te dis, oui. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Parfait. Hein? Des bonnes pistes. Puis quand c'est pas possible, on donne pas trop d'informations comme ça. C'est le truc. On l'évite. Hey, merci. C'était le fun. Ouais. Puis on continue à suivre tes affaires, man. Parfait. Cool. Excellent. À bientôt. Là, je m'en vais, là, c'est ça? Okay. Bon, on va continuer à parler. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.